Ce retournement de situation va te laisser bouche bée, et tu n'imagines même pas ce qui arrive. Le ciel de Paris s'assombrissait tandis que les derniers rayons du soleil disparaissaient derrière les toits haussmanniens. Sur les quais de la Seine, près du pont des Arts, Mathieu Leroy, 28 ans, s'installait pour une nouvelle nuit à la Belle Étoile. Son maigre sac à dos contenait ses rares possessions. Quelques vêtements usés, un carnet à croquis et un stylo presque vide. Ancien étudiant en beaux-arts, la vie l'avait précipité dans une spirale descendante après la faillite de l'entreprise familiale et le départ précipité de ses parents pour la province. Ce soir-là, la pluie menaçait et Mathieu cherchait un abri plus convenable que son coin habituel sous le pont. C'est alors qu'une limousine noire s'arrêta à quelques mètres de lui. La vitre arrière s'abaissa lentement, révélant le visage élégant d'une femme âgée aux cheveux argentés, parfaitement coiffée. « Jeune homme !» appela-t-elle d'une voix douce mais autoritaire. « Pourriez-vous m'aider à descendre ces marches ? Mon chauffeur est parti chercher quelque chose et mes vieilles jambes me font souffrir aujourd'hui. » Mathieu hésita un instant, surpris par cette demande inattendue, mais s'approcha finalement de la voiture luxueuse. La portière s'ouvrit, dévoilant une femme d'une élégance rare, vêtue d'un tailleur Chanel et parée de bijoux discrets, mais visiblement précieux. « Je m'appelle Elisabeth de Montrouge », se présenta-t-elle en lui tendant une main aux veines saillantes, ornée d'une bague imposante. « Et vous êtes ?»« Mathieu, juste Mathieu », répondit-il, conscient de son apparence négligée face à cette femme qui incarnait la haute société parisienne. Il l'aida à descendre les marches menant au quai, où elle souhaitait apparemment prendre l'air. Pendant leur courte promenade, Elisabeth l'observa avec une curiosité non dissimulée, posant des questions sur sa vie, son passé, ses rêves abandonnés. « Vous avez des mains d'artiste », remarqua-t-elle en examinant ses doigts longs et fins. « Pourquoi dormez-vous dehors alors que vous pourriez créer des merveilles ?» Cette question directe déstabilisa Mathieu. Personne ne s'était intéressé à lui depuis si longtemps. Avant qu'il ne puisse formuler une réponse cohérente, le chauffeur revint en courant. « Madame, il est temps pour votre médicament », annonça-t-il respectueusement. Elisabeth soupira, visiblement contrariée d'être interrompue. Puis, dans un geste qui allait changer le destin de Mathieu, elle sortit une carte de visite dorée de son sac Hermès. « Venez me voir demain à cette adresse, à midi précis. Je pourrais avoir une proposition pour vous. » Elle remonta dans sa limousine, laissant Mathieu stupéfait sur le quai, serrant entre ses doigts sales la carte qui indiquait l'adresse d'un hôtel particulier dans le 16e arrondissement de Paris. L'hôtel particulier des Monts-Rouges s'élevait majestueusement au cœur du 16e arrondissement, protégé par de hautes grilles en fer forgé. Mathieu, qui avait passé la matinée à errer dans un café pour se réchauffer et tenter de se rendre présentable avec les moyens du bord, hésita longuement devant l'interphone doré. Ses vêtements, bien que propres grâce aux toilettes publiques où il s'était lavé, restaient pitoyablement inadaptés à un tel lieu. Lorsqu'il se décida enfin à sonner, le portail s'ouvrit presque immédiatement, comme si quelqu'un guettait son arrivée. Un majordome à l'allure austère l'accueillit dans le vestibule majestueux. Scrutant avec un mélange de méfiance et de curiosité ce visiteur inhabituel. « Madame vous attend dans le petit salon », annonça-t-il d'une voix neutre, guidant Mathieu à travers des couloirs ornés de tableaux de maîtres et de mobilier d'époque. Elisabeth de Montrouge était assise dans un fauteuil Louis XV, un châle de cachemire sur les épaules, malgré la chaleur qui régnait dans la pièce. À côté d'elle, un homme d'une cinquantaine d'années en costume 3 pièces fronçait les sourcils, une mallette posée sur ses genoux. « Ah, Mathieu, vous êtes venu !» s'exclama Elisabeth avec une joie à peine dissimulée. « Je vous présente Maître Dufresne, mon notaire et conseiller juridique depuis plus de 30 ans. » L'homme hocha sèchement la tête sans offrir la moindre chaleur. Mathieu sentit immédiatement qu'il n'était pas le bienvenu aux yeux de ce gardien des affaires de la vieille dame. « Asseyez-vous, je vous en prie », poursuivit Elisabeth en désignant un siège face à elle. « Accepteriez-vous un thé? Ou peut-être, préférez-vous quelque chose de plus substantiel? Vous semblez avoir besoin de reprendre des forces. » Avant même qu'il ne réponde, elle fit un signe à une domestique qui apporta un plateau chargé de sandwichs délicats et de pâtisseries. Mathieu, affamé, dut se retenir de se jeter sur la nourriture. « Jeune homme », intervint brusquement,
Le notaire, Madame de Montrouge, m'a fait part d'une idée que je considère comme parfaitement inconsidérée. Avant qu'elle ne vous l'expose, je tiens à préciser que j'ai fortement déconseillé cette initiative. Élisabeth balaya l'objection d'un geste élégant de la main, ses nombreux bracelets tintant légèrement. Mathieu, je ne vais pas tourner autour du pot. Les médecins m'ont diagnostiqué une maladie rare. Il me reste peut-être 1 an, peut-être moins. Elle ignora le regard désapprobateur de son notaire. J'ai 72 ans, une fortune considérable, et personne à qui la léguer. Ma seule nièce, Claire, ne s'intéresse à moi que pour mon argent, attendant impatiemment mon départ pour mettre la main sur mon patrimoine. Elle marqua une pause, observant attentivement la réaction de Mathieu. Voici ma proposition, épousez-moi. Devenez mon compagnon pour le temps qu'il me reste. En échange, je vous offre un toit, la possibilité de reprendre vos études d'art. Et surtout, à mon départ, vous hériterez de tout. Le silence qui suivit la proposition d'Élisabeth sembla durer une éternité. Mathieu, figé sur son siège, tentait d'assimiler ce qu'il venait d'entendre. Un mariage avec cette femme qui pourrait être sa grand-mère, en échange d'une fortune colossale. L'idée paraissait aussi absurde qu'indécente. « Madame, je ne peux pas accepter, » balbutia-t-il finalement. « Ce serait profiter de votre situation. » Un sourire amusé se dessina sur les lèvres finement ridées d'Élisabeth. « Au contraire, mon cher, c'est moi qui profiterai de vous. À mon âge, la solitude est une compagne bien cruelle. Je vous offre une chance de reconstruire votre vie. Et en retour, vous m'offrez votre présence, votre jeunesse, et peut-être même votre talent artistique pour égayer mes derniers jours. » Maître Dufresne s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. « Madame insiste pour que ce soit un véritable mariage, sur le plan légal, s'entend, » précisa-t-il d'un ton glacial, avec tous les droits et devoirs que cela implique. Le sous-entendu fit rougir Mathieu. Mais Élisabeth éclata d'un rire cristallin qui rajeunit momentanément son visage. « Ne soyez pas ridicule, Antoine. Je n'ai pas de telles exigences. Je parle de compagnie, de conversation, de promenade dans le jardin. Des plaisirs simples que la fortune ne peut acheter, du moins pas sincèrement. » Elle se leva avec une grâce surprenante pour son âge et s'approcha de la fenêtre, contemplant le jardin impeccablement entretenu de la propriété. « Savez-vous ce que c'est, Mathieu, que de tout posséder sauf l'essentiel? J'ai des domestiques qui exécutent mes moindres désirs, mais personne avec qui partager un véritable moment. Ma famille n'attend que mon départ pour se partager mes biens. Je refuse de leur donner cette satisfaction. » Mathieu observait cette femme énigmatique, partagée entre méfiance et fascination. Il y avait dans son regard une lucidité désarmante, une intelligence vive que l'âge n'avait pas altérée. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il simplement. « Vous pourriez trouver quelqu'un de plus convenable. » Élisabeth revint s'asseoir face à lui, plongeant son regard dans le sien. « Parce que vous avez quelque chose que l'argent ne peut acheter. L'authenticité. Quand vous m'avez aidé hier, sans savoir qui j'étais, j'ai vu dans vos yeux une bonté naturelle, pas cette obséquiosité écœurante dont m'entourent ceux qui convoitent ma fortune. » Elle sortit d'un tiroir un petit carnet de croquis qu'elle lui tendit. À sa grande surprise, Mathieu reconnut son propre carnet, celui qu'il croyait avoir perdu la veille. « Vous l'avez laissé tomber hier. J'ai pris la liberté de le feuilleter. Votre talent est indéniable, mais endormi. Je pourrais le réveiller. » Mathieu feuilleta son carnet, redécouvrant ses anciens dessins avec un mélange de nostalgie et de honte. Comment avait-il pu abandonner sa passion ? « J'ai besoin de réfléchir, » murmura-t-il. « Bien sûr, » acquiesça Élisabeth. « Mais ne réfléchissez, pas trop longtemps. Le temps est un luxe que je n'ai plus. Je vous propose de rester ici quelques jours pour vous faire une idée de ce que pourrait être votre nouvelle vie, sans engagement. » La chambre qu'on avait attribuée à Mathieu se trouvait dans l'aile est de l'hôtel particulier, avec vue sur les jardins à la française. Un lit à baldaquin, des meubles d'époque, une salle de bain en marbre, tout respirait un luxe qu'il n'avait jamais côtoyé, même avant sa déchéance sociale. Sur le bureau en acajou, un assortiment de matériel de dessin professionnel attendait.
Crayon Faber-Castell, pinceau en martre, papier de différents grammages. Une attention qui le toucha plus qu'il ne voulait l'admettre. 3 jours s'écoulèrent. Ainsi, dans une sorte de rêve éveillé, Mathieu découvrait la vie quotidienne d'Elisabeth. Ses petits rituels matinaux, son thé servi à 10 heures précises dans la véranda, ses longues heures de lecture dans la bibliothèque impressionnante, qui occupait tout un étage de la demeure. Contrairement à ce qu'il avait imaginé, la vieille dame menait une vie active, gérant elle-même une partie de ses affaires, recevant régulièrement des représentants de diverses organisations caritatives. L'argent n'a de valeur que si l'on sait le faire circuler, lui expliqua-t-elle un après-midi alors qu'il se promenait dans le jardin. Je finance des bourses d'études pour jeunes artistes démunis, des programmes de restauration du patrimoine, des recherches médicales. Mathieu commençait à percevoir la complexité de cette femme, bien loin de l'image caricaturale de la vieille riche excentrique qu'il s'était forgée initialement. Elisabeth possédait une culture impressionnante, parlait 4 langues et connaissait personnellement plusieurs artistes contemporains dont il admirait le travail. Le 4e jour, alors qu'il prenait le petit déjeuner sur la terrasse, le téléphone d'Elisabeth sonna. La conversation fut brève, mais suffit à la faire pâlir. « Ma nièce Claire arrive de Londres cet après-midi », annonça-t-elle, en raccrochant une ombre passant sur son visage. « Elle a appris par je ne sais quel moyen votre présence ici. Préparez-vous à un accueil glacial. » Quelques heures plus tard, une jeune femme élégante d'une 30aine d'années franchissait le seuil du salon, où Elisabeth et Mathieu prenaient le thé. Grande, blonde, d'une beauté froide et calculatrice, Claire Valmont incarnait parfaitement l'héritière parisienne type. « Ma chère tante », salua-t-elle avec une fausse chaleur, embrassant Elisabeth sur les joues avant de toiser Mathieu avec un mépris non dissimulé. « Je vois que les rumeurs sont fondées. Tu t'es trouvé un compagnon. » Le ton dédaigneux n'échappa à personne. Elisabeth sourit calmement, mais Mathieu sentit sa main trembler légèrement lorsqu'elle reposa sa tasse de thé. « Mathieu est un artiste talentueux que je soutiens, Claire. Il séjourne ici quelque temps. » Claire s'installa dans un fauteuil, croisant ses longues jambes avec une élégance étudiée. « Un artiste, comme c'est original. Et quelles sont ses œuvres les plus connues? Dans quelle galerie peut-on les admirer ?» Le sarcasme était palpable. Mathieu, mal à l'aise dans son costume neuf, un cadeau d'Elisabeth, qu'il portait encore avec maladresse, cherchait une réponse appropriée, mais la vieille dame le devança. « Mathieu travaille sur une série d'œuvres que je compte exposer dans ma galerie du Marais prochainement. D'ailleurs, ma chère nièce, puis-je savoir ce qui me vaut l'honneur de ta visite impromptue depuis Londres ?» Claire fit tourner distraitement le liquide ambré dans son verre de cognac, observant Mathieu avec l'attention d'un prédateur évaluant sa proie. « J'ai entendu dire que ton état de santé s'était détérioré, ma tante, » répondit-elle, finalement feignant l'inquiétude. « Je me devais de venir m'assurer que tu étais bien entouré. » Elisabeth esquissa un sourire énigmatique. « Comme tu peux le constater, je me porte à merveille. Tes informateurs t'ont mal renseigné. » La tension entre les deux femmes était palpable. Mathieu se sentait comme un spectateur au milieu d'une pièce de théâtre dont il ne connaissait pas tous les enjeux. Claire, après avoir lancé quelques piques supplémentaires, annonça qu'elle resterait à Paris quelque temps et qu'elle avait pris la liberté de s'installer dans sa chambre habituelle. « J'espère que ma présence ne perturbera pas vos activités artistiques », ajouta-t-elle avec un clin d'œil suggestif à Mathieu, qui rougit malgré lui. Les jours suivants, Claire se révéla être une adversaire redoutable, multipliant les tentatives pour discréditer Mathieu. Un matin, alors, qu'il dessinait Elisabeth dans le jardin d'hiver, Claire fit irruption avec un homme d'une 40aine d'années, élégamment vêtu. « Ma tante, permets-moi de te présenter à nouveau professeur Laurent Mercier. Tu te souviens certainement de lui. Il enseigne l'histoire de l'art à la Sorbonne et dirige la galerie Lumière sur Saint-Germain. Si tu passes un bon moment avec cette histoire, abonne-toi à la chaîne pour nous soutenir et découvrir d'autres récits captivants. » L'homme s'inclina respectueusement devant Elisabeth avant de tendre une main ferme à Mathieu. « Ah, voici donc le jeune artiste dont Claire m'a parlé.
J'ai hâte de découvrir votre travail. » Le piège était grossier mais efficace. Face à ce spécialiste reconnu, Mathieu se sentait plus imposteur que jamais. Ses années d'inactivité artistique l'avaient éloigné des techniques qu'il maîtrisait autrefois. Et le portrait d'Elisabeth qu'il venait de commencer était clairement celui d'un amateur en reprise. Le professeur examina son travail avec une politesse professionnelle qui masquait mal sa déception. Un style intéressant, très brut, très direct, presque autodidacte, commenta-t-il, choisissant soigneusement ses mots. Claire ne dissimulait pas son sourire triomphant. Mathieu, humilié, s'apprêtait à quitter la pièce quand Elisabeth intervint. « Laurent, vous qui êtes un expert, ne reconnaissez-vous pas dans ces traits encore hésitants l'influence de Giacometti, cette façon de capturer l'essence plutôt que l'apparence ?» Le professeur, pris au dépourvu, réexamina le dessin avec plus d'attention. « Maintenant que vous le mentionnez, il y a effectivement une certaine qualité expressive qui rappelle. » Elisabeth se leva, mettant fin à la conversation. Mathieu reprend le crayon après une longue pause. Son talent émerge à nouveau, comme une plante qui reverdit après l'hiver. N'est-ce pas fascinant d'observer cette renaissance? Plus tard ce soir-là, alors que Mathieu se morfondait dans sa chambre, contemplant l'échec de son dessin, on frappa à sa porte. Il s'attendait à voir Elisabeth, mais c'est Claire qui se tenait dans l'encadrement, vêtue d'une robe de soie qui mettait en valeur sa silhouette parfaite. « Puis-je entrer ? J'aimerais avoir une conversation franche avec vous. » Sans attendre sa réponse, elle se glissa dans la chambre, refermant doucement la porte derrière elle. Claire se déplaçait dans la chambre avec l'assurance d'une femme habituée à obtenir ce qu'elle désire. Elle examina les croquis éparpillés sur le bureau, effleurant du bout des doigts les objets personnels de Mathieu, comme pour prendre possession de son espace intime. « Combien ?» demanda-t-elle abruptement en se tournant vers lui. « Pardon ? Combien pour que vous disparaissiez de la vie de ma tante ? Nommez votre prix. » Mathieu resta interdit, incapable de formuler une réponse cohérente. Claire interpréta son silence comme une invitation à négocier et s'approcha davantage, son parfum entêtant envahissant l'espace entre eux. « Je comprends parfaitement votre stratégie, » poursuivit-elle, sa voix devenant presque un murmure. « Un jeune homme séduisant, sans le sou, qui charme une vieille femme fortunée. C'est aussi vieux que le monde. Mais vous jouez avec le feu, Mathieu. » Elle sortit de son sac un chéquier et un stylo Montblanc. « Je vous propose 100 000 €, aujourd'hui. En échange, vous quittez cette maison et ne revoyez jamais ma tante. C'est généreux, non ?» Mathieu sentit une vague de colère monter en lui, une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Je ne suis pas à vendre, mademoiselle Valmont. Et je ne suis pas ce que vous croyez. » Claire eut un petit rire désabusé. « Vraiment ? Alors qu'êtes-vous exactement ? Un artiste raté qui dort dans la rue, puis soudain s'installe dans un hôtel particulier avec une septuagénaire multimillionnaire ? Par pure coïncidence ? » Elle rangea son chéquier et adopta une nouvelle approche, s'asseyant sur le bord du lit. « Écoutez, je ne vous juge pas. Nous pourrions même collaborer. Ma tante n'est pas éternelle, sa santé est plus fragile qu'elle, ne veut l'admettre. Quand elle partira, son testament sera contesté si vous êtes dessus. Je pourrais vous garantir une somme confortable, sans procès, sans scandale. » Sa proposition était tentante, formulée avec une logique implacable. Mais c'était sans compter sur l'évolution des sentiments de Mathieu. Ces dernières semaines passées auprès d'Elisabeth avaient créé un lien qu'il n'avait pas anticipé. Il admirait sincèrement cette femme, sa résilience, son intelligence, sa passion pour l'art. « Je crois que vous devriez partir, » dit-il, fermement. Claire se leva, lissant sa robe d'un geste élégant. « Comme vous voudrez, mais sachez que je ne vous laisserai pas dépouiller ma famille. J'ai engagé un détective privé pour enquêter sur votre passé, et je suis certaine qu'il trouvera des éléments intéressants. » La menace à peine voilée flotta dans l'air alors qu'elle quittait la pièce. Mathieu resta immobile, bouleversé par cette confrontation. Il doutait de lui-même, de ses motivations. Avait-il vraiment accepté de rester uniquement par altruisme ? Ne voyait-il pas aussi dans cette situation
une opportunité de sortir de la misère. Perdu dans ses pensées, il n'entendit pas immédiatement les coups discrets à sa porte. C'était Marcel, le majordome. « Madame demande à vous voir dans la bibliothèque, monsieur. » Elisabeth l'attendait, assise dans son fauteuil préféré, un épais dossier posé sur ses genoux. Son visage habituellement composé trahissait une émotion inhabituelle. « Claire est venue vous voir, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle sans préambule. Mathieu acquiesça, mal à l'aise. « Je m'y attendais, » soupira Elisabeth. « Ma nièce est prévisible dans ses manœuvres, sinon dans ses ambitions. Je suppose qu'elle vous a proposé de l'argent ? 100 000 euros ?» confirma Mathieu, décidant de jouer carte sur table. « Pour que je disparaisse de votre vie. » Elisabeth eut un petit rire dénué d'humour. « Elle sous-estime considérablement votre valeur, mon cher. Ou peut-être sous-estime-t-elle mon attachement à vous. » Elle ouvrit le dossier posé sur ses genoux et en sortit une série de photographies qu'elle disposa sur la table basse entre eux. « Savez-vous qui est cet homme ?» Mathieu examina les photos jaunies par le temps. Elles montraient un jeune homme d'une vingtaine d'années, aux traits fins et au regard intense, posant devant un chevalet dans ce qui semblait être un atelier d'artiste à Montmartre. Il a quelque chose de familier, mais je ne saurais dire, c'est Henri le Roi, votre grand-père. La révélation frappa Mathieu comme un coup physique. Son grand-père paternel était effectivement peintre, mais il était mort avant sa naissance. Et son père parlait rarement de lui. Comment est-ce possible ? Comment le connaissez-vous ? Elisabeth se leva péniblement et se dirigea vers un tableau accroché dans un recoin discret de la bibliothèque. Elle activa un mécanisme caché qui fit pivoter le cadre, révélant un petit coffre-fort dont elle composa la combinaison avec des gestes précis. Henri et moi avons été amants, brièvement, dans les années 70. J'étais jeune, marié à un homme que je n'aimais pas, héritière d'une fortune qui m'étouffait. Henri était libre, talentueux, passionné. Tout ce que je n'étais pas. Elle sortit du coffre une toile de petite taille, enveloppée dans un tissu de soie. Avec des gestes empreints de révérence, elle la déballa, révélant un portrait de femme d'une beauté saisissante. Mathieu reconnut immédiatement Elisabeth, jeune, rayonnante, avec cette mélancolie dans le regard qui n'avait pas changé malgré les années. C'est le dernier tableau qu'il a peint de moi avant que nos chemins ne se séparent. Je l'ai retrouvé, des années plus tard, dans une vente aux enchères à Londres. Je l'ai acheté pour une somme ridicule. Personne ne connaissait Henri à l'époque. Mathieu observait le portrait, stupéfait par la maîtrise technique, la sensibilité qui émanait de chaque coup de pinceau. Mon père ne m'a jamais parlé de cette histoire. Votre père ne savait rien, expliqua doucement Elisabeth. Henri a respecté mon choix de rester dans mon mariage. Nous nous sommes perdus de vue. Mais j'ai toujours suivi sa carrière de loin. Quand j'ai appris son décès dans un obscur entrefilet de journal, j'ai fait des recherches sur sa famille. C'est ainsi que j'ai découvert votre existence. Elle se rassit, soudain fatiguée par ses confidences. Ce n'est donc pas un hasard si je vous ai abordé ce soir-là près du pont des Arts. Je vous observais depuis des semaines, hésitant à vous approcher. Quand j'ai vu vos dessins, j'ai su que vous aviez hérité de son talent. Mathieu se sentait désorienté, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Toute sa vie prenait soudain un nouveau sens, à la lumière de ces révélations. Alors votre proposition de mariage, ce n'est pas vraiment pour vous, mais pour honorer la mémoire de mon grand-père, demanda-t-il incertain des implications de cette histoire. Elisabeth secoua doucement la tête, ses yeux brillant d'une émotion contenue. « Non, Mathieu, j'ai d'abord voulu vous aider par devoir envers Henri, c'est vrai. Mais ces semaines passées ensemble ont créé quelque chose de nouveau. Je vous apprécie pour vous-même, pour votre sensibilité, votre intégrité. Vous n'êtes pas Henri, vous êtes Mathieu. Et c'est avec Mathieu que je souhaite passer le temps qu'il me reste. » Elle rangea précautionneusement le portrait dans son écrin de soie. « Je comprendrai que cette révélation change votre perception de notre arrangement. Peut-être préférez-vous partir maintenant, sachant cela. » Mathieu resta silencieux un long moment, assimilant ces informations qui bouleversaient sa compréhension du passé et du présent. Il y avait quelque chose de presque mystique dans cette connexion transgénérationnelle, comme si le destin avait orchestré leur rencontre.
L'aube pointait à travers les rideaux lorsque Mathieu prit finalement sa décision. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit, marchant de long en large dans sa chambre, tourmenté par les révélations d'Élisabeth, le portrait peint par son grand-père, cette histoire d'amour gardée secrète pendant des décennies, cette connexion inattendue entre son passé et son présent. Tout cela semblait surréaliste. Pourtant, au milieu de ce tourbillon d'émotions, une certitude avait émergé. Il ne pouvait pas abandonner Élisabeth, pas maintenant, pas après avoir compris la profondeur de leur lien. Lorsqu'il descendit prendre son petit déjeuner, il trouva la vieille dame déjà installée dans la véranda, plus élégante que jamais dans un ensemble de soie bleu pâle qui rehaussait l'éclat de ses yeux. « J'accepte », annonça-t-il sans préambule. Élisabeth leva les yeux de son journal, un sourire illuminant son visage fatigué. « Vous acceptez quoi exactement, mon cher ? » ?»« Votre proposition. Je serai honoré de devenir votre époux, Élisabeth. » Elle posa délicatement sa tasse de thé, scrutant son visage comme pour s'assurer de sa sincérité. « Êtes-vous certain ? Ce n'est pas la gratitude ou la pitié qui doivent motiver une telle décision. »« Ce n'est ni l'un ni l'autre, » affirma Mathieu en s'asseyant face à elle. « C'est un choix libre, réfléchi. Ces dernières semaines ont été les plus enrichissantes de ma vie depuis des années. Vous m'avez redonné goût à l'art, à la beauté. Vous m'avez rappelé qui j'étais avant de me perdre. » Il hésita un instant avant d'ajouter « Quant à l'héritage dont vous parliez, je préférerais que nous n'abordions plus ce sujet. Je ne fais pas cela pour votre fortune. » Élisabeth sourit, visiblement touchée par cette déclaration. « Oh, mais nous devons en parler, justement. Maître Dufresne nous attend à 11 heures pour finaliser les détails du contrat de mariage et du testament. Tout doit être parfaitement légal et inattaquable. » Le notaire les accueillit avec une réserve polie qui masquait mal sa désapprobation. Les documents qu'il avait préparés étaient exhaustifs. Contrat de mariage sous le régime de la séparation de biens, testament léguant à Mathieu l'essentiel de la fortune d'Élisabeth, à l'exception de quelques propriétés et d'une somme confortable réservées à Claire. « Ma nièce ne sera jamais dans le besoin », précisa Élisabeth en parcourant les clauses. « Mais je refuse de lui léguer l'intégralité de mon patrimoine, sachant qu'elle dilapiderait en quelques années ce que ma famille a mis des générations à construire. » Alors que Mathieu apposait sa signature sur les documents, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Claire se tenait dans l'encadrement, livide de rage. « Ainsi c'est fait, » cracha-t-elle. « Tu as finalement décidé de te ridiculiser complètement, ma tante. » Élisabeth ne sembla pas surprise par cette intrusion. « Claire, ma chérie, ce n'est vraiment pas le moment. » « Quand sera-ce le moment ? Après que ce vagabond ait mis la main sur notre héritage familial ? Après qu'il t'ait manipulé jusqu'à la dernière seconde de ta vie ?» Mathieu voulut intervenir, mais Élisabeth posa une main apaisante sur son bras. « Ma décision est prise, Claire, et ce n'est pas négociable. » Le mariage fut célébré 2 semaines plus tard, dans l'intimité du jardin d'hiver de l'hôtel particulier. Élisabeth avait insisté pour une cérémonie discrète, loin des regards indiscrets et des commentaires malveillants. Seule une poignée d'invités triés sur le volet étaient présents. Maître Dufresne et son épouse, 2 amis de longue date d'Élisabeth, et à la surprise générale, Claire. La nièce était apparue au dernier moment, vêtue d'une robe, sobre mais élégante, le visage impénétrable. Si sa présence inquiétait Mathieu, Élisabeth semblait l'accueillir comme un signe d'apaisement. « Elle cherche à sauver les apparences », murmura la vieille dame à l'oreille de son futur époux. Mais c'est déjà un début. Pour l'occasion, Mathieu portait un costume taillé sur mesure qui transformait radicalement sa silhouette. Ses cheveux, autrefois hirsutes, étaient désormais coupés avec soin, et sa barbe avait disparu, révélant la finesse de ses traits. Si certains invités connaissaient son passé précaire, rien dans son apparence actuelle ne trahissait ses années de galère. Quant à Élisabeth, elle avait choisi un ensemble en mousseline de soie, couleur ivoire qui adoucissait les marques du temps sur son visage. Un simple collier de perles, héritage familial transmis de génération en génération, complétait sa tenue. Malgré son âge, elle dégageait une élégance naturelle qui forçait l'admiration.
La cérémonie fut brève, mais émouvante. Lorsque Mathieu prononça ses vœux, sa voix trembla légèrement, non pas d'hésitation, mais d'une émotion sincère qui surprit les témoins sceptiques. Élisabeth, quant à elle, récita les siens avec une assurance sereine, comme si cette union était l'aboutissement logique d'un long cheminement. Au moment de l'échange des anneaux, Mathieu découvrit avec stupeur la bague qu'Élisabeth lui avait choisie. Un anneau en or blanc serti d'une petite émeraude, identique à celui que portait son grand-père sur les photographies qu'elle lui avait montrées. « Il appartenait à Henri », chuchota-t-elle. « Je l'ai racheté à une vente aux enchères, comme le tableau. » Ce geste, plus que tout discours, symbolisait la profondeur du lien qui les unissait désormais. Le repas qui suivit se déroula dans une atmosphère plus détendue. Le chef avait préparé un menu raffiné qui rendait hommage aux origines modestes de Mathieu, tout en célébrant l'héritage gastronomique cher à Élisabeth. Les conversations fluides, les rires discrets, tout contribuait à créer un moment suspendu, presque irréel. Seule Claire restait en retrait, observant les nouveaux époux avec une expression indéchiffrable. Lorsque vint le moment des toasts, elle se leva pourtant, surprenant l'assemblée. « À ma tante !» commença-t-elle en levant sa coupe de champagne, qui a toujours su exactement ce qu'elle voulait et comment l'obtenir. « Et à son mari !» ajouta-t-elle après une pause calculée, qui vient d'entrer dans une famille où la loyauté est aussi précieuse que fragile. Puissiez-vous tous deux trouver ce que vous cherchez. L'ambiguïté de ces paroles n'échappa à personne, mais Élisabeth accepta ce toast avec grâce, comme s'il s'agissait d'un sincère vœu de bonheur. Plus tard dans la soirée, alors que les derniers invités se retiraient, Mathieu trouva sa nouvelle épouse assise seule sur un banc du jardin, contemplant les étoiles qui apparaissaient dans le ciel parisien. « Regrettez-vous déjà votre décision, Madame le Roi ?» demanda-t-il doucement en s'asseyant à ses côtés. Élisabeth sourit à l'usage de son nouveau nom. « Pas le moins du monde, mon cher mari. Je me demandais simplement si Henri nous observe. » De là-haut, et ce qu'il penserait de tout ceci. 3 mois s'écoulèrent, transformant progressivement la vie de Mathieu. Ce qui avait commencé comme un arrangement presque mercantile évoluait vers une relation de profond respect mutuel. Il avait découvert en Élisabeth non seulement une mécène généreuse, mais aussi une mentor exigeante et une amie précieuse. Fidèle à sa promesse, elle avait aménagé pour lui un atelier spacieux dans l'aile ouest de la demeure, un espace baigné de lumière naturelle où Mathieu passait désormais la majeure partie de ses journées. Sa créativité, longtemps mise en sommeil par les difficultés de la vie, renaissait avec une vigueur surprenante. Ce matin-là, il travaillait sur une grande toile, la plus ambitieuse qu'il ait entreprise depuis des années. L'œuvre, encore inachevée, représentait une scène inspirée des récits d'Élisabeth sur sa jeunesse. Une jeune femme en robe d'été, assise sur la terrasse d'un café parisien des années 70. Le regard tourné vers un horizon invisible, incarnant à la fois la liberté et la mélancolie. « C'est remarquable !» commenta une voix familière derrière lui. Mathieu se retourna, surpris. Le professeur Mercier, que Claire avait introduit dans leur cercle pour le discréditer, se tenait à l'entrée de l'atelier. « Élisabeth m'a invité. À voir vos progrès », expliqua-t-il en s'approchant de la toile. « Et je dois admettre qu'ils sont impressionnants. » L'expert examina la peinture avec attention, s'attardant sur les détails techniques, la composition, la palette de couleurs. « Vous avez un style unique, monsieur le roi. Une sorte de néo-expressionnisme qui rappelle Lucien Freud, mais avec une sensibilité très française. C'est intriguant. » Le compliment, venant d'un critique aussi respecté, toucha Mathieu plus qu'il ne voulait l'admettre. « Élisabeth pense que je devrais exposer, » dit-il avec hésitation. « Elle a raison, » confirma Mercier sans détour. « Et j'aimerais vous proposer un espace dans ma galerie pour le mois prochain. Une exposition conjointe avec 2 autres artistes, émergents que je soutiens. » Cette proposition inattendue laissa Mathieu sans voix. Une exposition dans la prestigieuse Galerie Lumière représentait une opportunité que même les artistes établis convoitaient. « Je croyais que Claire vous avait demandé de... » Mercier eut un sourire embarrassé. « De vous décrédibiliser ? C'est exact. Mais je suis critique d'art avant d'être l'ami de Claire Valmont.
Et ce que je vois ici mérite d'être montré. Elisabeth, qui avait assisté silencieusement à la scène depuis le seuil de l'atelier, s'avança avec une satisfaction évidente. Laurent a toujours eu l'œil pour détecter le talent authentique, remarqua-t-elle. C'est pourquoi je l'ai invité aujourd'hui, malgré nos précédentes interactions. Le critique prit congé peu après, laissant Mathieu abasourdi par ce revirement de situation. Elisabeth s'approcha de la toile, l'observant avec une émotion palpable. « Elle me ressemble, cette femme », murmura-t-elle en désignant le personnage central. « Pas physiquement, mais dans l'âme, cette façon de regarder au loin. C'est vous, confirma Mathieu. Ou plutôt, c'est la femme que j'imagine quand vous me racontez votre jeunesse. Cette liberté que vous recherchiez, cette soif de vivre pleinement. » Elisabeth effleura doucement la toile encore humide, comme pour toucher ce passé lointain. « Savez-vous ce qui est merveilleux dans notre étrange arrangement, Mathieu? C'est que pour la première fois depuis des décennies, quelqu'un me voit vraiment. Pas comme une fortune sur pattes, pas comme une vieille femme excentrique, mais comme un être humain avec des rêves, des regrets, une histoire. » Le vernissage de l'exposition à la Galerie Lumière fut un triomphe inattendu. Les critiques saluèrent unanimement le talent de Mathieu, certains allant jusqu'à évoquer une révélation dans le paysage artistique parisien. 3 de ses toiles furent vendues dès le premier soir, à des prix qui, sans être astronomiques, confirmaient la valeur de son travail. Elisabeth, radieuse, observait avec fierté son protégé naviguer parmi les collectionneurs et les journalistes. Vêtue d'une robe de soirée bleu nuit qui contrastait élégamment avec ses cheveux argentés, elle restait volontairement en retrait, refusant de voler la vedette à Mathieu. « C'est son moment », confia-t-elle à Laurent Mercier qui s'était approché pour la féliciter. « Le début d'une carrière qui lui appartient pleinement. » Le critique acquiesça, impressionné par la générosité de cette femme qui avait transformé un sans-abri en artiste prometteur. « Vous avez accompli quelque chose de remarquable, Elisabeth. Peu de personnes auraient pris un tel risque. » La soirée s'acheva sur une note euphorique. Mathieu et Elisabeth rentrant à l'hôtel particulier aux premières heures du matin, épuisés mais exaltés par ce succès. Cependant, leur bonheur fut de courte durée. Le lendemain matin, alors qu'ils prenaient tranquillement leur petit déjeuner, Marcel leur apporta le journal du jour avec une expression inhabituellement grave. « Madame, monsieur, je crois que vous devriez voir cela. » En première page d'un tabloïd populaire s'étalait une photo de leur mariage, accompagnée d'un titre racoleur, « Le Mendigo et la milliardaire », un conte de fées ou une arnaque du siècle. L'article qui suivait détaillait avec une précision troublante toutes les circonstances de leur rencontre, leur accord initial, et même certaines conversations privées qu'ils avaient eues. Des sources proches du couple citées anonymement dévoilaient des détails que seuls quelques intimes pouvaient connaître. « Claire », murmura Elisabeth, son visage habituellement serein désormais marqué par une profonde tristesse. « Elle n'a pas supporté ton succès d'hier soir. » Mathieu parcourut l'article, de plus en plus furieux à mesure qu'il découvrait les insinuations perfides. Il était décrit comme un manipulateur habile qui avait repéré une proie vulnérable, tandis qu'Elisabeth était présentée comme une vieille femme sénile aveuglée par un désir pathétique de compagnie. « Je vais appeler notre avocat », déclara-t-il en reposant brutalement le journal. « Nous pouvons poursuivre ce torchon pour diffamation. » Elisabeth secoua doucement la tête, soudain très fatiguée. « À quoi bon, mon cher, le mal est fait. Dans ce genre d'affaires, ce n'est pas la vérité qui importe, mais la perception du public. » Le téléphone ne cessa de sonner toute la journée. Amis inquiets, journalistes avides de commentaires, même certains collectionneurs qui souhaitaient annuler leurs achats de la veille, craignant d'être associés à un scandale. En fin d'après-midi, alors que Mathieu tentait désespérément de gérer cette crise avec l'aide de Maître Dufresne, Claire se présenta à l'hôtel particulier. Contrairement à ses habitudes, elle n'était pas seule. Un homme élégant d'une 40aine d'années l'accompagnait. « Ma tante », salua-t-elle avec une fausse sollicitude. « Je suis venue dès que j'ai vu ces horribles articles. Tu dois être bouleversée. » Son hypocrisie était si flagrante que Mathieu dut se retenir pour ne pas la mettre immédiatement à la porte.
Mais Élisabeth, fidèle à son éducation, les invita à entrer dans le petit salon. « Claire, je te présente Victor Lemarque », annonça la nièce en désignant son compagnon. Il est neuropsychiatre, spécialisé dans les troubles cognitifs liés à l'âge. Il serait disposé à t'examiner pour apaiser les inquiétudes que certains pourraient avoir concernant ton discernement. Le silence qui suivit la proposition de Claire était chargé d'une tension palpable. Élisabeth observait sa nièce avec une expression indéchiffrable, tandis que Mathieu serrait les poings, contenant difficilement sa colère. « Je vois », dit finalement la vieille dame d'une voix étonnamment calme. « C'est donc ainsi que tu comptes procéder, faire déclarer ton unique parente incapable, pour ensuite contester mon testament. » Claire eut au moins la décence de paraître mal à l'aise. « Il s'agit uniquement de ta protection, ma tante. Ces derniers mois, tes décisions ont été inhabituelles. Nous nous inquiétons sincèrement. » « Nous ?» releva Élisabeth avec une ironie mordante. « Ta famille, » précisa Claire. « Les gens qui te connaissent depuis toujours. » Élisabeth se leva lentement, retrouvant soudain toute la dignité et l'autorité qui avaient fait d'elle une figure respectée de la haute société parisienne. « Ma chère nièce, tu as commis 2 erreurs fondamentales, » annonça-t-elle en se dirigeant vers un secrétaire ancien dans le coin de la pièce. La première a été de sous-estimer mon intelligence. La seconde, bien plus grave, a été de me prendre pour une sentimentale. Elle ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe qu'elle tendit au neuropsychiatre. « Docteur Lemarque, voici le rapport complet de l'examen neuropsychologique que j'ai passé il y a 3 semaines à la clinique des Invalides. Comme vous pourrez le constater, mes facultés cognitives sont parfaitement intactes, supérieures. À la moyenne de ma tranche d'âge, en fait. » Claire blêmit visiblement. « Tu savais que tu préparais quelque chose ? » ?»« Évidemment. Je ne suis pas né de la dernière pluie, ma chère. J'ai anticipé chacune de tes manœuvres depuis le début. » Elle se tourna vers Marcel, qui attendait discrètement près de la porte. « Faites entrer les autres, s'il vous plaît. » À la surprise générale, Maître Dufresne entra, accompagné d'un homme que Mathieu n'avait jamais vu. « Permettez-moi de vous présenter inspecteur Moreau de la brigade financière, » annonça Élisabeth. « Il s'intéresse particulièrement à certaines transactions effectuées depuis Londres ces derniers mois. Des mouvements de fonds impliquant la société offshore que tu as créée, Claire. » La nièce se leva d'un bond, livide. « C'est absurde. Je n'ai jamais... » « Épargne-nous tes dénégations, » coupa sèchement Élisabeth. « J'ai engagé des enquêteurs privés dès que j'ai appris ta liaison avec le directeur financier de notre holding familial. Détourner des fonds était déjà répréhensible, mais tenter de me faire passer pour sénile, cela dépasse l'entendement. » L'inspecteur s'avança, son expression professionnellement neutre. « Mademoiselle Valmont, j'aimerais que vous m'accompagniez au commissariat pour répondre à quelques questions. Votre avocat peut bien entendu être présent. » Les événements s'enchaînèrent rapidement. Claire et son neuropsychiatre de complaisance quittèrent la maison, escortés par la police. Le scandale médiatique qui suivit éclipsa complètement la tentative de diffamation orchestrée contre Mathieu et Élisabeth. 3 mois plus tard, la vie avait repris son cours à l'hôtel particulier des Montrouges. Élisabeth, dont la santé s'était stabilisée grâce à un nouveau traitement expérimental, passait désormais ses après-midi dans l'atelier de Mathieu, parfois posant pour lui, souvent simplement présente, témoin silencieux de sa créativité, retrouvée. Ce jour-là, alors qu'il prenait le thé dans le jardin, elle lui tendit une large enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Mathieu. « Les actes de propriété de la galerie du Marais. Elle est désormais à ton nom. » Mathieu la regarda, stupéfait. « Mais pourquoi maintenant ?» Élisabeth sourit avec cette sérénité qui la caractérisait désormais. « Parce que je veux te voir la diriger de mon vivant. Je veux t'accompagner dans cette nouvelle aventure, voir naître ce lieu qui deviendra, j'en suis certaine, un espace important pour la scène artistique parisienne. » Elle prit une gorgée de thé avant d'ajouter « Notre histoire a commencé comme un marché, presque indécent. Elle s'est transformée en quelque chose de bien plus précieux. Une véritable alliance entre 2 êtres que tout semblait séparer. » Mathieu prit sa main ridée dans la sienne, touché par la profondeur de leur connexion. Qui aurait cru qu'un mendiant et une milliardaire trouveraient un jour un tel équilibre?
Élisabeth rit doucement, son regard pétillant de cette intelligence, vive qui faisait sa force. Certainement pas claire, mais la vie réserve parfois des surprises que même les calculateurs les plus habiles ne peuvent anticiper. Le soleil déclinait sur Paris, baignant le jardin d'une lumière dorée qui semblait, l'espace d'un instant, suspendre le temps et célébrer la victoire improbable de deux âmes qui avaient su, contre toute attente, se reconnaître et s'élever mutuellement.